Salut, c'est Coralie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, vous allez découvrir Julien Defourmy, qui est un explorateur. Donc, il a parcouru les Amériques en vélo, il a fait plus de 40 000 km à vélo. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi il est parti, pourquoi il a utilisé ce moyen de transport-là, le vélo. Et vous allez aussi un peu découvrir toute sa philosophie de vie, comment son voyage l'a changé, et etc. Donc, dans cet épisode, vous allez entendre certainement des bruits d'oiseaux et des bruits de personnes qui passent en vélo près de nous. C'est normal, c'est parce qu'en fait on a enregistré l'épisode dehors dans un parc. Donc voilà, je trouve pas ça hyper dérangeant, enfin ça dérange pas trop au niveau du son. Et en plus je trouve que ça colle bien au thème de l'interview, du voyage, etc. Voilà, bonne écoute. Ok, salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je suis avec Julien qui est un explorateur. Je sais pas trop comment te décrire, mais voilà, je te laisse te présenter aux auditeurs et auditrices. Ben voilà, je m'appelle Julien. Je pense que, des étiquettes, on pourrait m'en coller beaucoup, explorateur, réalisateur, aventurier, photographe, etc. Mais moi, ce que je suis surtout, je pense que c'est une personne qui a toujours essayé d'écouter la voix du cœur, donc ce qu'elle guide. Et c'est ça qui m'a mené justement à avoir ces différentes étiquettes, parce que c'est toujours la passion, je pense, qui a guidé ma vie et qui continue à le faire. Et je pense que c'est dans une vie, en fait, je veux au-delà des présentations, mais dans une vie, je pense que on n'est pas destiné à être qu'une chose. On a plein de talents en tant qu'être humain et il faut juste oser les exploiter. Souvent, on le sait qu'on a ces talents, mais on n'ose pas par parfois ce que nous dit aussi l'école, la société, etc. Mais chaque personne, pour moi, a un talent profond et peut changer à tout moment de vie s'il le désire. Ok. Trop bien, c'est une super entrée en matière, on va dire. Et donc toi, quel a été ton point de départ, le déclic qui a fait que tu as voulu partir comme ça, faire en Amérique? Voilà. Bien, c'était déjà une curiosité du monde parce que j'étais persuadé qu'on ne vivait pas de la même manière dans chaque coin du monde. Et puis aussi une perte de sens dans le quotidien que je vivais en Europe. Donc en fait... très jeune, j'ai eu des expériences un peu compliquées avec la justice notamment, où je ne trouvais pas spécialement ma place dans cette société où tout était dicté, sécurisé, etc. Et j'avais besoin d'aller voir ailleurs, clairement, pour me trouver. Donc j'ai commencé avec des voyages en Asie, etc. Et puis, lors de ma dernière année d'études en commerce international, j'ai été amené à me rendre en Bolivie et à réaliser une étude sur l'apiculture. Alors par cette étude, je suis rentré en contact avec des paysans, j'ai vécu leur vie. Et ce qui m'a beaucoup inspiré chez ces gens, c'était qu'ils réalisaient leur passion d'être apiculteurs en toute sobriété, avec pas trop de ressources économiques, etc. Et du coup, ça m'a inspiré moi-même à me lancer dans ce projet un peu fou de partir à vélo sur les Amériques pendant je ne sais pas combien d'années et de réaliser un documentaire sur le changement climatique. Ça, c'était l'idée de base. Parce que voilà, le changement climatique, ça m'avait toujours préoccupé parce que j'ai toujours été amoureux de la nature. Et puis, je voyais aussi que c'était en déclin très jeune. Moi, je collectionnais les insectes. Donc, j'étais tous mes étés à l'extérieur en train de chasser des papillons et tout ça. Et à l'âge de 18 ans, les insectes dans les jardins, il n'y en avait déjà plus, quoi. Ouais. Et donc, pour moi, ça a été essentiel d'aller vers ça. Et puis, au final, voilà, mon voyage a pris d'autres tournures. Le film a été bien plus loin que d'aller voir des problèmes liés au changement climatique. Mais ça se rejoint quand même, je pense, à la relation de l'humain à la Terre. Okay. Et donc, comment tu as financé ton voyage? Tu as eu des sponsors ou des gens qui t'ont aidé Alors, déjà en 2015, il y avait quand même moins de gens qui voyageaient à vélo qu'aujourd'hui. Je pense que l'après-Covid et même les périodes où j'étais en voyage, je voyais que ça augmentait. Alors, moi, j'ai contacté des marques qui m'ont aidé sur l'acquisition du matos, avec des pourcentages et tout ça. Et puis, ça, c'était pour la partie plutôt équipement. Financière, il y en a aussi qui ont aidé. Mais voilà, basiquement, je suis parti quand même avec 5 000 € sur mon compte. Ouais. Et en 4 ans, j'ai dépensé entre 10 et 12 000 €. Donc, comment j'ai fait pour acquérir l'argent qui me manquait? Vu que j'étais passionné de photos et d'humains, de paysages, etc., je photographiais beaucoup l'humain dans le paysage. Et j'ai commencé tout simplement à vendre mes photos dans la rue, sur mes réseaux sociaux. Et donc, les gens ont participé, vu qu'ils me suivaient depuis des années.
Et puis ça a été tout seul et puis j'ai pu financer ce qui me manquait pour arriver jusqu'au bout, quoi. Ok. Trop bien. Alors pourquoi tu as voulu partir en vélo? C'est quoi, qu'est-ce qui t'animait avec le vélo? Enfin, qu'est-ce qui te motivait à partir avec ce moyen de transport? À la base, c'était, je pense, le défi sportif qui m'attirait, mais au final, c'est bien plus que ça. À la fin, c'était plus aussi, au début, c'était clairement un challenge, un défi, sortir de sa zone de confort. Et pour aussi, évidemment, l'aspect écologique. Mais au-delà de ça, après on réalise que le vélo c'est bien plus que tout ce que je viens de dire. Ouais. Non seulement c'est un objet social parce que ça permet de vous connecter aux autres beaucoup plus facilement. Dès que quelqu'un vous voit arriver à vélo dans un village, il se demande d'où tu viens et quand tu lui dis que c'est déjà dans un autre pays, mais même ne fût-ce qu'un village qui est à 100 km, il hallucine. Alors quand on dit qu'on a démarré d'Ushuaïa, là c'est presque la fête qui vous est dédiée quand tu arrives dans le village. Et c'est aussi un rapport au temps. Le vélo, ça permet de se réapproprier son temps. Donc on est lent à la fois, mais on a l'impression qu'en cette lenteur, on vit beaucoup plus de choses qu'en courant dans tous les sens. Et pour moi, ça a été une révélation, parce qu'ici en Europe, on doit toujours aller vite d'un point A à un point B. Et le vélo, parfois, il ne se passe pas grand-chose, mais ces petites choses qui vont aller alimenter votre journée, vous allez vraiment les vivre. Et une rencontre, après 20 jours au milieu de la jungle, vous allez vraiment la vivre aussi. Vous êtes content de rencontrer un être humain après être isolé. Et puis le vélo permet aussi de devenir à la fois, je dirais justement, anthropologue, d'analyser beaucoup mieux le comportement humain, ce que vous arrivez dans des foyers, dans des façons de penser, dans des régions très différentes. Et puis géographe, je me disais à chaque fois, mais il y a moyen de voir le changement de biodiversité assez vite, de voir comment et de comprendre comment, par exemple, la cordillère des Andes s'est formée, pourquoi à cet endroit-là il y a des lacs, pourquoi de l'autre côté c'est désertique, pourquoi là il y a de la forêt. Et donc on s'approprie beaucoup plus le territoire qu'on traverse, quoi. Et même la végétation, les insectes, les oiseaux. Donc on rentre vraiment au profond des choses. Alors je pense qu'à pied c'est encore plus ample. Mais ce qui est chouette avec le vélo, c'est que c'est pas trop lent non plus. Ouais, tu vois des choses que tu verrais pas en voiture ou Oui, ça bien sûr. Et alors, il y a cette vulnérabilité aussi qui permet le contact. Si on est dans une voiture enfermée et protégée, les gens vont pas spécialement venir vers vous. Et comme on est vulnérable sur un vélo, je pense qu'il y a aussi ce contact plus facile. Ouais. Ok. Et donc au départ, tu es parti avec des amis, puis après vous êtes séparés. Et comment tu as appréhendé la suite du voyage seul, justement? Est-ce que c'était différent qu'avec tes amis ou... Au début, avant de partir, j'avais peur d'être volé, dérobé de mes possessions, parce que j'avais pas encore assez d'expérience du monde au final. Il faut se dire qu'en 4 ans, j'ai jamais été dérobé une seule fois. Plutôt des centaines de gens qui m'ont ouvert la porte, des milliers qui m'ont acclamé sur le pas de leur porte pour que j'aille plus loin. Et voilà, c'est ça pour moi la réalité du monde. Et même si c'était arrivé, comme je le dis souvent lors de mes conférences, c'est que même si c'est arrivé que quelqu'un me vole mes affaires, je vais dire ça ne représente rien par rapport à toutes ces rencontres positives. Et moi, c'est ça que j'en tire de ce voyage, c'est que pour moi, l'humain est quand même un bel animal. Il est quand même assez bienveillant, et même dans les régions où les groupes humains, dans les groupes humains où on a l'impression que c'est des mauvaises personnes parce que ce sont des tueurs, des assassins, et bien même là, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller voir en l'humain, qu'il y a du beau aussi en lui. Parce que bien souvent, l'humain est conditionné à son environnement. Et donc, quand il naît dans un environnement qui est pollué par la violence, le manque d'amour paternel, etc., il y a beaucoup de chances que cet humain aille rechercher l'amour autre part. Et la plupart du temps, il va aller chercher dans les bandes armées qui font partie de ces quartiers pauvres. Et donc, ils sont voués à tuer, à vendre de la drogue, pour subvenir à leurs besoins. Mais au final, quand on parle avec ces gens, on se demande même si nous, en tant qu'individus, si on était nés là-bas, est-ce qu'on ne serait pas devenus comme eux au final. Et je suis persuadé que si on sort ces humains de leur société locale et qu'on les met quelque part d'autre, on peut trouver cette lumière que j'ai vue en eux quand j'ai partagé ces moments avec eux. Donc c'est l'environnement qui les conditionne un peu à agir comme ça, quoi. C'est ça. Et donc le voyage seul, parce que je ne sais pas pourquoi j'en suis venu à ce point-là, mais le voyage seul,
donc voilà, oui, je disais, j'avais peur d'être volé, etc. Et au final, on prend confiance, on se rend compte que même seul, ça ira. Et à un moment donné, je pense que le voyage nous pesait à tous, d'être trop ensemble. Et on avait envie de vivre chacun son aventure de son côté. Et à ce moment-là, moi, je rentrais sur la transamazonienne. Alors, j'étais assez serein, en fait, et en même temps excité aussi, parce que l'Amazonie, pour moi, c'était la partie que j'attendais vraiment, avec impatience. Ça avait bercé mes rêves de gamin avec les reportages sur Arte, etc. Et j'avais vraiment envie de faire cette partie. Et donc, seul, en fait, ça permet de mieux se connaître, de savoir qui on est, de voir aussi ces parties d'ombre et de lumière, comme je dis. Parce que si on est constamment entouré de gens dans le groupe, on ne sait pas vraiment qui l'on est profondément. Mais le fait d'être confronté à soi-même, ça permet de guérir et de s'aimer, en fait, de s'aimer comme individu, sans les autres, sans porter des masques pour plaire aux autres, et en fait d'arriver à être soi-même. Et ça, c'est la beauté d'être seul. Et en groupe, ce qui est bien, c'est le partage. Voilà, quand je revois mes amis avec qui on a voyagé, on se raconte toujours nos histoires. Et ça, si on ne les avait pas partagées, on ne saurait pas se les raconter de la même manière et en rigoler autant. Ouais. Mais donc du coup, être seul, ça permet de plus se découvrir et d'aller plus à la rencontre des autres. C'est ça. Se trouver soi, c'est important, les phases seules dans une vie. Je pense que, de manière générale, notre société est trop entourée. Du coup, on en vient à détériorer nos relations aussi, parce qu'il n'y a plus d'introspection. On pourrait être entouré en communauté de petits groupes humains, tout en ayant des retraites d'isolement, d'introspection. Mais si on ne fait pas ça, d'ailleurs c'est ce que font les peuples indigènes dans presque toutes les régions du monde, si on ne fait pas ça, on commence à voir le monde d'un mauvais œil, de voir l'autre comme une nuisance, un nuisible, alors que c'est pas le cas. En fait, c'est juste nous qui n'allons pas bien. Et notre société, c'est là où il y a beaucoup de souffrance. Au final, on se dit toujours, ah mais les pauvres d'Afrique et tout ça, mais les pauvres d'Afrique ou les pauvres d'Amérique du Sud, le matin, ils n'ont pas d'argent, mais ils dansent la samba sur leur seuil, comme je dis. Et chez nous, où on a tout, il y a des équilibres, il y a aussi une souffrance. Et pourtant, on est quand même malheureux. Pour moi, il y a une grande souffrance psychologique en Europe, qui est en fait toujours devoir assurer cette sécurité, qui est une illusion, via les biens qu'on a accumulés. Et qui dit bien, dit générer de l'argent. Et donc, on est dans une illusion constante, qui nous fait une grande souffrance psychologique et physique aussi à la fin. Okay. Et donc toi, quelle rencontre qui t'a le plus marqué pendant ces 4 ans? J'imagine qu'il y a dû y avoir plein de rencontres qui t'ont marqué, mais si tu devais en retenir une. Eh bien, donc il y a cette rencontre en Amazonie, évidemment, avec mes amis les Shuar Maikwans, donc qui sont... beaucoup de gens les connaissent sous le nom de Jivaros, qui a été illustré notamment par Hergé dans L'Oreille cassée avec Tata. Puis il y a Philippe Descola qui a aussi écrit pas mal de livres sur eux. Et alors les Jivaros, on les connaissait surtout pour les têtes réduites qui s'appelaient les Tsansa. Alors ça leur a mis une réputation pas très glorieuse à travers le monde, plutôt comme des barbares. Mais ces humains sont bien plus qu'une Tsansa. Et moi, j'ai pas cherché vraiment à les rencontrer. Ça s'est fait par l'inattendu, la rencontre spontanée. Et j'ai été amené en fait à faire à un moment donné un documentaire qui allait témoigner de leur histoire avec l'industrie minière. Et pour moi, les 15 jours que j'ai passés là-bas, ça a été vraiment une grande reconnexion à moi-même, à la place de l'humain sur Terre, c'est-à-dire connecté avec le vivant et qui vivait à cette époque encore en autarcie, donc qui n'avait besoin d'aucun argent pour subvenir à ses besoins. Et j'ai trouvé ça en fait d'une beauté, d'une simplicité inégalable, et ça m'a beaucoup inspiré de voir aussi tous ces jeunes enfants au final qui allaient à l'école mais de la jungle, et que je voyais très heureux et très heureux tout simplement. Et j'ai voulu faire justement quelque chose pour eux à la fin du voyage, parce que la mine mettait quand même beaucoup de pression sur la région et continue à en mettre. Alors j'ai créé une association, et donc pour moi cette relation perdure aujourd'hui dans le temps, parce que j'y reviens maintenant chaque année. On met en place des échanges interculturels, que ce soit avec des jeunes ou des plus âgés. Et donc voilà, pour moi c'est devenu une famille, et je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Et comment elle s'appelle cette association? Donc l'association s'appelle Raíces, donc c'est racines en français, et ça s'écrit
ICES. Ok. Voilà. Donc tu organises des voyages des volontariats avec des jeunes, c'est ça? Donc maintenant, on fait plus de volontariat parce qu'il n'y a pas besoin. Ce qu'on essaye, c'est que des jeunes viennent et vivent l'expérience Shuar. Donc, on essaye que les écoles, par exemple, viennent et disent « Ok, on est intéressé, donc cette année, on va envoyer 10 élèves avec vous. » L'expérience, c'est de vivre la vie Shuar, donc telle qu'elle est. C'est-à-dire la vie qui est basée sur la forêt, l'agriculture et la vie spirituelle aussi, qui est une partie très importante de leur vie. Et le spirituel, c'est pas vénérer un Dieu, c'est chaque fois une cérémonie, un culte à la nature. Et une connexion, par exemple, aux plantes, au savoir ancestral. Et voilà, j'emmène pas évidemment les jeunes faire ça parce que ça demande déjà un certain bagage dans ce truc. Et puis c'est des épreuves qui sont quand même dures. On n'a pas l'habitude de faire des choses dans la souffrance ici. Mais ce que je vois dans toutes ces expériences spirituelles, en fait, là, ici, on est parfois plus prêt à accueillir la souffrance alors qu'elle est bénéfique. Ouais. On a besoin des fois de se couper du plaisir pour trouver les vraies réponses. Et encore une fois, si on est constamment à la recherche de plaisir, que ce soit via l'alimentation, via le sexe, via le divertissement, on ne peut pas aller au fond de soi pour trouver les réponses et de comment s'organiser en société. Ouais. Et c'est là où les peuples premiers ont beaucoup à nous apprendre sur ces valeurs qu'ils ont toujours gardées. Ok. Et donc, pour toi, c'était quoi le moment le plus difficile de ton voyage ? Il n'y en a pas eu, en fait. Pendant la projection du film, à la fin de la projection, tu avais dit qu'il y avait un moment où tu n'avais pas d'eau, pas de nourriture. Enfin, tu avais dû rester genre 3 jours sans nourriture et que c'était... Que oui, tu as dû te débrouiller seul sans rien, quoi. Mais c'est même pas dit. Au final, quand on est plongé dedans, on voit même pas ça comme vraiment difficile parce qu'en fait, on le vit et du coup, on apprend à aussi à gérer ses émotions dans ce cas-là. Et je vais dire que l'expérience du voyage, tu sais profondément que tu peux résister à ça, quoi, tu vois. À 3 jours sans eau, il y a pas de souci. Il suffit de se calmer et de réfléchir. Mais c'était un moment où j'avais la bouche sèche, mais en soi, je me rappelle pas de ça comme un moment éprouvant. Les moments très durs, c'était plutôt où les gens étaient réticents à partager, à t'accueillir. Ouais. Où il y avait, tu vois, un certain racisme envers le blanc qui est aussi justifié par l'histoire. Ouais. Mais voilà, ça c'était plus dur, quoi. Alors tu n'avais plus trop envie de voyager à ce moment-là ou de continuer. Enfin, j'avais des coups de morale bas. Mais ça, c'est aussi... quelque chose de très personnel qui va dépendre de ta personnalité. Il y a des gens, ils vont se dire moi, c'est pas grave que la population m'accueille pas. Par contre, rester 3 jours sans boire... c'est le manque de confort et tout. Enfin, voilà. Ça dépend des gens. Ça dépend un peu des personnalités aussi, quoi. Ok. Donc, à la fin du film, je sais pas si je peux en parler parce que ça va spoiler, peut-être, je sais pas. Non, vas-y. Mais je dis, à la fin, tu fais toute une métaphore avec le fait de planter des graines et tout. Et donc, toi, quelles graines tu plantes dans l'esprit des gens, tu penses ? Une graine d'éveil. Ouais. Une graine d'éveil à eux-mêmes, en fait, juste de réfléchir aux 3 questions principales dans une vie que tout être humain devrait se poser. C'est d'où viens-je, qui suis-je et où vais-je. Et vraiment se les poser bien, quoi. Donc, voilà, on pourrait se dire d'où viens-je, du bar, qui suis-je, Julien, et où vais-je, boire une bière. Non, c'est pas ça. Les questions, vraiment se dire qu'est-ce qui m'anime dans la vie. Et je dis toujours aux gens, essayez de repenser quand vous étiez jeune, quand on vous avait pas encore inculqué toute votre éducation et vos croyances, qu'est-ce que vous aimiez faire. Et souvent les réponses sont dans notre enfance, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il faut exploiter, je pense, dans une vie, c'est essayer d'écouter ce qui nous fait vibrer. Et on le sait très vite quand ça nous fait vibrer, parce qu'on a le sourire qui vient, on a la joie. Et ça, c'est la vérité, en fait. Mais par exemple, si vous faites une carrière de médecin parce que ça rapporte de l'argent et que ça vous met des pieds de plomb, et juste par le fait que votre famille reconnaisse que la profession de médecin ou d'avocat ou quoi que ce soit, où il y a une place sûre de sécurité, mais ça va peut-être pas vous mettre en joie, ça. Sauf si vous adorez les gens, que vous aimez prendre soin des gens, que vous aimez traiter les problèmes des gens, alors là oui. Mais si c'est pas le cas, pourquoi faites-vous médecin, quoi, c'est ça. Ou d'autres professions.
si on vise la sécurité dans une vie, en plus dans un monde où il n'y a rien de sûr, hein, je vais dire que la sécurité, c'est juste un schéma qu'on s'est créé, mais au final, rien n'est sûr. Eh bien, on ne sera jamais dans notre alignement et dans notre chemin personnel. Et moi, c'est ça que je vais veiller chez les gens, je pense. Ok. Trop bien. Est-ce que pendant ces 4 ans où tu es parti, est-ce que tu avais des contacts avec ta famille ou tes amis? Ah oui, j'avais des contacts avec ma famille. J'avais un ordinateur où j'avais Skype à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas trop encore le WhatsApp et tout ça. Je crois que ça s'utilisait moins. Ouais. Et vu que j'avais décidé de partir sans téléphone portable aussi, ben voilà. Donc j'avais des contacts quand même réguliers, une fois par semaine. Parce que voilà, il faut pas se dire que j'étais tout le temps au milieu de la pampa, tout seul ou de la jungle. Il y a quand même... voilà, parfois tu es isolé 3 jours, mais après tu arrives dans un village, il y a le Wi-Fi, quoi. Donc oui, j'étais quand même en plein milieu de la nature, mais tu arrives dans des villages où il y a des cafés, des connexions Wi-Fi ou des grosses villes. Voilà, après 500-600 km, tu peux quand même trouver un truc. Oui, bien sûr. Ouais. Et est-ce que tu n'avais pas peur de rentrer à un moment donné, parce que tu es parti quand même pendant 4 ans, enfin je trouve que c'est long quand même, et est-ce que tu n'avais pas peur qu'il y ait des choses qui aient changé pendant ton absence, ou je sais pas, que ce soit différent par rapport à ton départ? Ouais, moi je me suis dit, tiens, est-ce que ça a changé? Et quand je suis revenu, je me dis, mais absolument pas, quoi. Ouais. Ah ouais, ok. Et je me dis, waouh, c'est resté figé le truc, quoi. Ok. Mais la façon de faire, en fait, et d'être sur Terre, je vais dire toujours dans cette frénésie, alors je pense que la jeunesse reprend conscience, mais on reste quand même conditionné par le schéma de nos parents. Et puis voilà, je pense que la société, partout dans le monde, on voit que c'est une machine très puissante, la machine industrielle, qu'elle soit dans le conditionnement de l'homme au matériel, quoi, en fait. Ça commence aussi au Chili, en Amérique latine, enfin pas qu'au Chili, partout. Où on se fait happer par ce monde industriel, quoi. Et au final, qui n'est pas vraiment une vérité pour l'humain. Si on reprend depuis notre existence, ce que nous sommes, c'est une goutte d'eau sur l'échelle du temps, quoi. Et donc moi, je sais plus ta question, mais c'était oui, si j'avais vu quelque chose changer. Ouais. Bah donc toujours autant de frénésie, autant de courses après l'argent pour satisfaire la demande matérielle. Et au final, encore plus de matériel qu'avant. Je me souviens, ce qui m'a choqué, c'est de voir que tout le monde aujourd'hui a des vélos électriques, alors qu'avant que je parte, ça n'existait presque pas, quoi. Ouais. En 4 ans, ça n'existait pas. Ça a vraiment explosé, ça. Même au niveau des caméras, moi qui étais quand même dans l'achat de caméras et tout ça, ce monde a évolué à une vitesse grand V en 4 ans. J'avais du matériel très lourd. Aujourd'hui, on peut presque tout faire avec des trucs de 100 grammes, quoi. Donc oui, ça évolue. Il y a du bien aussi dans la technologie. Mais je pense qu'il va falloir faire attention de ne pas être asservi par cette technologie et de devenir des humains amoindris, en fait. Plus capables d'utiliser leur cerveau, leurs mains pour faire de l'art, en fait, de la construction, de l'art comme on a toujours l'habitude de faire. Et ça peut... En fait, la technologie peut être au détriment de l'homme. Donc oui, c'est une évolution technologique, mais ça pourrait être une régression de l'humain en tant qu'être humain, en tant que sapiens, quoi. Ok. Et quand t'es revenu, est-ce que t'as pas ressenti genre une petite déprime ou quoi, parce que t'avais une vie nomade, quoi. Ouais. Et puis là, tu retournes à une vie comme à ta vie d'avant, quoi, ici en Belgique, en Europe. Et est-ce qu'il n'y a pas eu un trop gros choc par rapport à ce que tu venais vivre pendant 4 ans, et puis là, tu reviens à une vie Oui, bien sûr, il y a une adaptation. C'est clair que c'est intense, une vie à vélo pendant 4 ans. Ouais. Il y a des centaines de rencontres, il y a des milliers de choses qui se passent. Voire des milliers de rencontres, voire peut-être des millions sur 4 ans. Et ça, il faut se reposer, rentrer dans un cycle un peu plus lent. Et ça prend du temps, évidemment, parce que c'est quelque chose de tellement enivrant. Mais ce que j'ai compris à travers les années, en fait, c'est pas tellement le fait d'être nomade. Alors, c'est important, je pense que d'ailleurs, on a ça en nous. Mais la sédentarisation est aussi importante si elle est en contact avec la nature. Parce que ce que j'ai compris en retournant chez ces peuples, c'est qu'une fois que je retourne à la terre, dans la forêt, il y a un apaisement, quoi. Et je pense que l'excitation, en fait, elle vient de cette déconnexion à la terre. Le fait de tout mentaliser via l'informatique, encore une fois, j'en reparle, mais ça nous éloigne et du coup, il y a une frénésie qui s'installe. Et donc, je pense que l'homme apprendra à se foutre la paix
quand il reviendra à son essentiel, ce qui veut dire travailler la terre. Mais travailler la terre, ça ne veut pas dire que planter des choux et des carottes. Ça peut très bien être un artiste, sculpter le bois. Enfin, il y a 2000 métiers de revenir à la terre. Ouais. Mais c'est dans cet essentiel, je pense que sinon il va se perdre dans la technologie, c'est sûr. Et dans une illusion, en fait. Voilà. Ok. Et là, en rentrant, eh bien, c'est ce que j'ai vu, en fait. Et puis, il y a une compréhension aussi qu'on est tous conditionnés, quoi. Donc, personnellement, quand on voyage, c'est sûr et certain que tous les individus qui voyagent vont remettre en question leurs croyances. Par contre, quand ils vont rentrer, les croyances de leurs proches vont toujours être les mêmes. Ouais. Et ça, il y a un gros gap aussi qui se crée. Donc, il faut aussi les aimer pour ce qu'ils sont et se dire ils n'ont pas vécu mon expérience, donc c'est normal. Mais je pense que c'est ça le truc le plus difficile, c'est de voir que beaucoup d'humains sur Terre sont dans des schémas et qui ne suivent pas leur voie en fait interne. Et que je pense que grâce aussi à l'évolution, on va devenir de plus en plus à ça. Et c'est peut-être en atteignant l'extrême dans la technologie, limite même à avoir des lunettes virtuelles et à vivre complètement dans un monde virtuel, que je pense qu'on reprendra conscience que c'était pas ça la réponse, quoi. Ouais. Ok. Et pour terminer, mon podcast s'appelle La Fougue. Alors pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux ? La fougue. Ouais. Moi j'étais très dans la fougue avant, donc c'est une énergie à canaliser, puisque la fougue en même temps ça illumine, mais ça peut brûler aussi. Ouais. Donc il faut canaliser la fougue. Comme ils disent dans les peuples premiers, le chaman, par exemple, c'est très intéressant, le chaman dans la population Shuar s'appelle Uwishin. Uwishin, ça veut dire le fruit ouï d'un palmier où il y a des épines. Et donc, c'est-à-dire que le chaman a la possibilité de lancer des flèches, c'est-à-dire des choses puissantes sur les gens, mais qu'elles soient dans le bien ou dans le mal. Et donc, on pourrait parler de cette flèche, c'est comme la fougue. C'est comme quand on parle, je pense qu'au lieu de vouloir toujours monopoliser la parole et de dire n'importe quoi pour se cacher derrière des trucs, il vaut mieux lancer une flèche bien précise. Et donc, ce serait peut-être ça la fougue, une fougue canalisée. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Mais une fougue sage, quoi, en fait. C'est une énergie, mais qu'il faut contrôler un peu. C'est ça, agir quand c'est nécessaire. Sinon, ne pas agir, c'est bien aussi, quoi. Parce que sinon, alors là, on rentre dans un déséquilibre. On agit, mais pourquoi au final, donc Et je pense qu'il faut aussi la fougue, elle est essentielle quand on est dans son chemin de vie. Mais si on la canalise pour, par exemple, imaginons, j'ai peur parce que je crois que bientôt la société va s'effondrer. Donc, je fais un projet alternatif à côté parce que j'ai peur du système, parce que le système c'est de la merde, blablabla. Mais là, on est dans une fougue qui est mal canalisée. T'en as besoin pour créer cette association. Oui, mais tu es dans une énergie qui est contre quelque chose, tu vois. Et tu n'es pas vraiment en train d'écouter ton cœur. Donc, pose-toi et tu te dis, ok, la société, elle est ce qu'elle est, mais elle a ses bons côtés aussi. Et moi, j'ai envie d'agir dans quoi sans me préoccuper pour demain parce qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, quoi, tu vois. Et donc, la fougue, elle est bien canalisée quand tu fais une action qui n'est pas contre quelque chose d'autre. Parce que tu méprises quelque chose, donc tu vas aller dans le sens pour contrer ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus agir dans l'amour que dans la peur, en fait, tout simplement. Okay, la fougue de l'amour plutôt que de la peur. Ouais. Et donc tu dirais qu'on a besoin de cette fougue quand on est seul pour avancer dans son parcours de vie, on va dire. Et quand on est en groupe, peut-être que ça peut un peu déborder ou je sais pas. Ouais, voilà, je pense que... Comment dire, mais il y a... Quand on est dans le groupe, il faut savoir canaliser et en fait laisser parler le groupe. Si quelqu'un prédomine la conversation et qui veut se faire trop entendre, en général, les autres vont pas vouloir suivre, quoi. Et ça, je pense que c'est le défaut aussi un peu de nos sociétés où on a appris
depuis le plus jeune âge à rentrer en compétition avec l'autre, à vouloir être meilleur que l'autre, être plus fort, on n'arrive plus à s'organiser les uns les autres. On se juge tous, on se critique tous, mais on n'arrive plus à faire des groupes humains qui s'aiment en fait. Et ça, je pense que c'est important. Et donc cette fougue, la canaliser, on n'est pas meilleur qu'un autre, on est juste différent. On a tous des capacités, des compétences. Et cette fougue, il faut la mettre au service des autres et pas pour dominer les autres. Voilà, ça, je pense que c'est important. C'est un super mot pour la fin, du coup. Super, merci d'avoir répondu à ces questions. Voilà. Merci. C'est assez philosophique la dernière, la stage partie. Trop bien. C'est trop bien.